Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Othman, je suis responsable produit réalité mixte pour Microsoft France et je suis ravi de vous accueillir ici au SIDO pour animer cette session autour des jumeaux numériques et des métavers. Deux thématiques aujourd'hui plus que jamais d'actualité qui transforment les métiers de différentes industries. Une nouvelle interface homme-machine un peu qui permet de transformer des scénarios de formation, d'assistance à distance, de visualisation de données, d'aménagement d'espace, aussi la possibilité de pouvoir faire de la prédiction pour optimiser les prises de décision. Donc c'est des sujets extrêmement larges auxquels on va tâcher de couvrir aujourd'hui et surtout mieux comprendre quels sont les défis, les enjeux, les prérequis pour que les entreprises puissent adopter ces technologies. Donc, pour répondre à l'ensemble de ces questions, j'ai la chance d'être accompagné par deux spécialistes. Donc, je suis accompagné à ma gauche par Steve, qui est business developer chez Synergis. Bonjour Steve. Bonjour à tous. Et puis Thierry, qui est chef, qui est chef business officer chez Cosmotech. Thierry. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on voudrait savoir très rapidement, savoir un peu plus sur votre société, en quelques mots. Steve, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Synergis? Oui, alors Synergis est une société française spécialisée dans la réalité mixte, partenaire Gold de Microsoft sur cette technologie. On va offrir une solution globale, que ce soit matériel, logiciel et services, donc y compris des développements sur mesure, et donc ce qui fait de nous un interlocuteur unique sur la réalité mixte. Et Thierry, même question, plus sur Cosmotech, quelques mots sur Cosmotech. Merci. Donc, Cosmotech est un éditeur de logiciels basé à Lyon qui conçoit et développe des déploie chez des clients des jumeaux numériques simulables. Donc on va en reparler tout à l'heure. Et on fait ça en partenariat avec Microsoft en particulier, puisqu'elle est complètement intégrée dans les couches de Azure et The Digital Twin. Et justement, tu l'as mentionné, on peut rentrer du coup dans le vif du sujet. Comment tu définis le jumeau numérique aujourd'hui? Voilà, je pense que le jumeau numérique, tout le monde connaît, hein, c'est la représentation virtuelle de quelque chose. Mais chez Cosmotech, c'est la représentation virtuelle d'un process, d'une organisation, d'un système. Alors si je prends l'exemple d'une supply chain end-to-end, on va être capable de représenter des fournisseurs, des sous-traitants, des sites de production, à l'intérieur des sites de production, des lignes de production, jusqu'à la machine. Et la granularité, on pourra la spécifier en fonction des questions posées. Et on va représenter aussi des flux de matière, des stocks, des flux d'informations, des flux de cash, c'est important évidemment, et puis aussi les ressources humaines si c'est nécessaire. Et tout ça jusqu'à la livraison chez le client. Donc on va prendre en compte en fait le matériel et l'immatériel. On va avoir une représentation qu'on appelle 360, donc très systémique, et c'est vraiment notre cœur de valeur. Okay. Et on a tendance à tort à penser que créer des jumeaux numériques, c'est quelque chose qui est complexe. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner un exemple précis, un cas concret d'utilisation chez un client de ce jumeau numérique, de ces clones numériques? Oui, alors bien sûr. Alors, d'abord, je vais peut-être commencer par le contexte. On voit bien aujourd'hui que les entreprises industrielles, manufacturing, sont confrontées à une complexité de plus en plus grande parce que les chaînes sont de plus en plus connectées, les organisations sont de plus en plus connectées, et puis l'incertitude est grandissante. Et on voit bien aussi que aujourd'hui, les clients auxquels on parle, nous disent on a des challenges. Ces challenges, c'est d'optimiser notre performance, d'augmenter les revenus, d'augmenter les profits, mais aussi d'être plus résilient et d'avoir une empreinte carbone réduite. Donc, ce qui peut paraître parfois contradictoire. On a des contraintes qui sont très contradictoires. Ça peut être un peu compliqué. Donc, nous, notre conviction, hein, c'est qu'il est possible de répondre à l'ensemble de ces contraintes, mais à condition de prendre de meilleures décisions. Et ces meilleures décisions, il faut être capable de les tester sur un jumeau numérique de l'organisation avant évidemment de les implémenter. Et donc, on va représenter le système tel qu'il est. Donc, la supply chain, je vous en ai donné l'exemple. Et à partir de là, on va faire des what-if scénarios. Donc, si je prends une décision, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les effets cascades? Je vous ai parlé évidemment de la représentation 360 degrés. Donc, on va comprendre les effets cascades entre une machine qui s'arrête, les stocks, les flux, mais aussi les ressources humaines, le cash et les flux d'informations. Et on va voir donc l'impact de cette décision sur les indicateurs clés de l'entreprise. Donc on va faire des what-if scénarios. On va pouvoir faire aussi de l'optimisation. C'est-à-dire on peut fixer le niveau de l'indicateur, d'un indicateur ou des indicateurs, et par simulation, on va faire de l'optimisation. C'est-à-dire qu'on va demander au jumeau numérique de nous donner le plan d'action à suivre pour atteindre ces indicateurs-là. Plan d'action entre maintenant et l'horizon de temps que l'on va regarder, qui peut être la journée, quelques semaines, quelques mois, voire même parfois des années.
Alors si je vous donne un exemple très concret, ça c'est toujours difficile parce que beaucoup de confidentialité autour de ça, mais on a la chance, c'est que Michelin a témoigné dans un webinaire qui est disponible sur le net. Donc Michelin utilise nos jumeaux numériques sur un sujet qu'ils appellent le strategic sourcing, on peut appeler de network design aussi. Donc la question posée, c'est comment je réponds à mon marché sur une zone géographique comme la Chine. Donc on n'est pas sur le POC, on est vraiment sur quelque chose déjà d'industriel. Et pour répondre à ce marché chinois, où est-ce que je produis? Est-ce que je produis en local? Et est-ce que je produis à l'international, soit dans mes sites en Europe, en Amérique du Nord ou même en Asie? Et donc évidemment, on voit bien que des deux côtés, il y a du pour et du contre. Et la question, c'est qu'avec les effets dominos des décisions qui peuvent être prises, c'est très compliqué de pouvoir faire ça avec un Excel ou avec un outil actuel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a représenté cette supply chain Michelin avec une granularité fine sur la zone Chine, avec une granularité moins fine sur le périmètre international. Et à partir de ça, Michelin a pu, sur les 5000 références qu'ils étudiaient, sur les 5 années qu'ils voulaient voir, dans le cas d'une demande qui est variable, puisque la demande, on a des tendances, mais on sait que cette demande va être aléatoire, ou va varier, en tout cas, il y a de l'incertitude, ont été capables de construire des plans de sourcing qui leur montraient qu'ils pouvaient gagner 6% de profit, donc c'est énorme, 6% de profit chaque année par une meilleure décision avec un jumeau numérique simulable. Et quand tu disais représenter un peu la supply chain, comment ça se matérialise? Est-ce que c'est un modèle 3D de machines? Est-ce que c'est une représentation holographique de certains éléments? Enfin, comment ça se matérialise? Alors, la partie 3D, c'est la partie de Steve, c'est pas nous. Nous, on va représenter ça à travers des diagrammes de flux, essentiellement, et une BI, essentiellement dans Power BI. Oui. D'accord, donc c'est des flux de données. Et quels sont les prérequis, justement, aujourd'hui, pour représenter, justement, ces différents flux, ces jumeaux numériques? Quels sont les prérequis pour les entreprises? Alors, les prérequis, d'abord, c'est l'envie de faire des jumeaux numériques simulables, parce qu'on a compris que la compétition est en train de le faire. Et il y a un rapport Gartner qui est assez clair, qui est sorti il y a à peu près 1 an, qui est très clair, qui dit que les entreprises qui sont sorties le mieux de la crise Covid et qui ont redémarré plus fort, en fait, ont mis en place des outils de simulation et de jumeaux numériques simulables pour prendre de meilleures décisions. Donc c'est un sujet très important. Déjà, il faut avoir cette envie, avoir cette prise de conscience. Deuxièmement, en fait, ce n'est pas la mer à boire de démarrer des jumeaux numériques simulables parce qu'on ne cherche pas à tout représenter et à tout faire. On ne va pas répondre à toutes les questions, mais on a une approche très scale-up, très agile, où on va démarrer sur un sujet, qui peut être une zone géographique comme la Chine avant de l'étendre au monde entier, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, une usine avant de l'étendre à un réseau d'usines. Et ce dont on va avoir besoin, on n'a pas besoin de quantité affolante de données du passé. Ce qu'il faut, c'est être capable de décrire son système tel qu'il est. C'est-à-dire que dans mon usine, j'ai une usine, j'ai combien de lignes de production, quelles sont ces machines. Donc il faut être capable de décrire le système tel qu'il est. Donc c'est vraiment ce qu'on va appeler nous les données froides, ce qui ne va pas beaucoup bouger. Et puis après, il faut être capable de se connecter aux données du réel, aux données du temps réel. Et c'est pour ça que nous, on a fait cette intégration avec les couches Microsoft, les couches Azure Digital Twin, parce que ça fournit vraiment la source de données qui permet d'avoir cette connexion avec le temps réel. Et ensuite, quand on prend une décision, de revenir vers le système pour agir sur le système. Et là, on a parlé plus des prérequis, mais généralement, quels sont les bloqueurs auxquels tu fais face, généralement, de la part des entreprises? C'est quoi les freins essentiels qu'il y a aujourd'hui? Alors, ce ne pas des bloqueurs, ce sont des challenges. Et côté challenge, souvent, ce que l'on voit, et on l'a dit tout à l'heure, ce sont des jumeaux numériques 360. Donc, on va en fait casser les silos. C'est-à-dire que ça va impacter l'entreprise de manière très transverse. Donc, les prises de décision qui seront faites, elles vont impacter différents départements, différents services à différents niveaux. Donc, il faut aussi qu'il y ait un management qui a envie d'accompagner cette transformation. Et nous, notre recommandation, on est éditeur de logiciels, on n'est pas cabinet de conseil spécialisé, c'est de travailler avec des cabinets de conseil spécialisés qui vont accompagner au changement et dans la transformation de l'usage. Merci beaucoup. Donc avant de passer plus sur la partie marché, j'aimerais un peu avoir l'avis de Steve.
donc qui est business developer chez Synergy, savoir un peu déjà ton avis sur les jumeaux numériques aujourd'hui. Quelle est ta vision sur le sujet et est-ce que aussi de la même manière, est-ce que tu pourrais présenter un exemple de cas concret d'accompagnement de clients? Oui, tout à fait. Donc effectivement, pour moi, le jumeau numérique, comme son nom l'indique, c'est le double virtuel d'un élément réel qui va en fait combiner de la 3 dimensions avec de la donnée et surtout de la donnée en temps réel, qui va permettre derrière de faire de la simulation, de la prédiction quelque part, donc qui vont notamment être utiles pour faire de la maintenance. Mais l'idée aussi derrière, ça va être de superposer de l'information numérique sur l'équipement réel. Et ça, c'est une des premières vocations de l'HoloLens, je dirais, c'est de redescendre l'information qui est souvent dans les bureaux, dans les ordinateurs, la redescendre pour les travailleurs de première ligne. Et c'est ce que va permettre HoloLens en justement permettant de visualiser des informations de type IoT. On va le voir sur la vidéo très prochainement. Une information qui est remontée par des capteurs et qu'on va superposer donc sur une machine, sur un équipement réel. Donc on a vraiment cette combinaison du virtuel et du réel. Et ça, c'est vraiment une des forces de la solution. Et donc là, sur cette vidéo, c'est quoi le cas d'usage? Je pense qu'on va pouvoir lancer la vidéo. Alors ici, on est chez Engie sur un équipement, un four à hydrogène. L'opérateur va s'équiper d'HoloLens, va lancer l'applicatif et il va finalement superposer les éléments. Ici, on va être sur des informations de type température, par exemple, qui va visualiser directement sur son équipement. Évidemment, il ne peut pas ouvrir le four, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'ordinateur qui est connecté directement à cet équipement. Donc ce qu'on fait, c'est simplement de la superposition de données pour contextualiser la donnée, ce qui n'empêche pas derrière de la retrouver dans un univers plus bureau, entre guillemets. Ok, donc ce que je comprends bien, c'est que là, on avait plus un élément de visualisation, et puis ici, c'est plus l'approche d'interaction avec les jumeaux numériques. Là, tu nous as présenté un premier exemple, plus on va dire, de task guidance. C'est quoi un peu les autres types de scénarios? On ne peut pas tous les couvrir, mais quel autre type de scénario vous couvrez aujourd'hui? Alors le plus simple avec HoloLens, ça va être de faire de l'assistance à distance, donc faire du Teams finalement en partageant la difficulté qu'on a et d'être accompagné par quelqu'un à distance. Ça peut être de définir des procédures de maintenance par exemple pour guider l'opérateur, et là aussi on va faire appel à la 3D, éventuellement aux jumeaux numériques, pour guider l'opérateur dans la résolution d'une tâche. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. On peut développer des solutions qui vont permettre d'interagir directement sur ce double numérique et d'avoir un impact sur la machine réelle. Ok. J'aimerais qu'on voit en fait comment justement on peut... avant de faire le lien avec la partie métaverse, plus avoir une idée un peu du marché, c'est-à-dire comment le marché évolue. Vous êtes des acteurs présents sur le marché depuis un certain moment. Comment vous avez vu évoluer le marché et la demande client sur ces sujets? Et je pense qu'on peut arrêter la musique aussi. Merci beaucoup. Alors, de mon côté, le marché, comment on l'a vu évoluer? On a vu certainement un coup de fouet avec la crise du Covid. C'est évident, pour une raison simple, c'est que ce que nous faisons permet de faire de la simulation et de prendre en compte l'incertitude. C'est-à-dire qu'on va jouer des scénarios en prenant en compte la stochasticité qui peut venir de la demande, qui peut venir de la disponibilité des fournisseurs, des temps de trajet, des temps de transport sur la logistique. Donc évidemment, cette crise Covid, elle est venue révéler que tout ça, c'est excessivement important pour comprendre son système, pour le maîtriser et pour prendre une meilleure décision. Donc le marché, il a je peux dire explosé, mais il a beaucoup grandi avec la crise. C'est quelque chose qui est en très forte croissance. Et puis après, les chiffres qui sont annoncés, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros sur la planète. Et ça touche tous les secteurs, toutes les industries. Donc c'est quelque chose qui arrive et qui est là maintenant. Donc c'est une vraie prise de conscience qu'il y a aujourd'hui sur cette technologie qui ont une valeur ajoutée concrète et à court terme, j'ai envie de dire. Oui, l'exemple de Michelin, je pensais parlant, c'est des sujets, ce dont on s'aperçoit quand on fait l'exercice du jumeau numérique, quand on connecte bien les différentes parties prenantes entre elles et qu'on simule, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de valeur à aller chercher, qu'il y a beaucoup de valeur dans les poches qui sont cachées a priori et qu'on peut aller chercher. Et donc les ROI sont tout de suite très importants. Donc quand on parle de 6% de profit sur une zone géographique comme la Chine, comme pour un Michelin, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros par an.
qui sont récupérés. Et comment, pour avoir votre avis aussi, comment on fait le lien entre ces jumeaux numériques, donc cette modélisation 3D ou bien cette animation des différents flux, comment on fait le lien entre ces jumeaux numériques et les métavers? Donc quand on parle de métavers, d'ailleurs j'aimerais avoir aussi un peu votre avis sur ce mot qui fait beaucoup parler autour des métavers. Comment vous définiriez aujourd'hui le métavers? Vas-y. En tout cas, pour ma part, je pense qu'il y a plusieurs axes pour définir le métavers. On peut déjà dire que le métavers, c'est la continuité du jumeau numérique. C'est plusieurs jumeaux numériques qui vont composer un métavers. On peut aussi penser que c'est un agrégat de différentes technologies qui vont se regrouper dans un monde virtuel. Je pense à l'IoT forcément, l'intelligence artificielle, le cloud, la 3D, tout ça mélangé va créer un monde virtuel qui va permettre de faire différentes expériences et dans le domaine industriel, faire de la maintenance, suivre des équipements, tout ça à distance. Le Covid a quand même beaucoup changé les habitudes de travail, le télétravail est rentré plus dans les mœurs. Donc aujourd'hui, on est capable de partager de la donnée 3D, d'interagir avec cette donnée directement en étant tous dans une même pièce ou sur des sites différents et de partager cette information, cette expérience. Et j'imagine que ça permet aussi de répondre à un défi de plus en plus présent des entreprises, de réduire leur impact écologique. Et donc, ça permet aussi de réduire les déplacements et donc, indirectement ou directement, de réduire un peu son impact écologique. Thierry, ton avis plus sur la partie métaverse? Non, pour moi, le métavers, je suis d'accord avec Steve. C'est la convergence de différentes technologies qui vont dans le manufacturing évidemment de l'IoT, de l'edge computing, de la partie cloud, la partie représentation 3D et il ne faut pas oublier de la simulation. Ouais. Nous, notre conviction, et je sais qu'il y a des personnes chez Microsoft qui disent la même chose, la simulation, c'est la killer app du métavers. Pourquoi? Parce que pour prendre de bonnes décisions, finalement, on n'a pas besoin des données du passé, on a besoin des données du futur. On voit bien que quand on est dans un espace où l'incertitude a beaucoup augmenté, qu'on ne sait pas si demain va se produire comme hier, en fait, et on voit bien que c'est de moins en moins le cas, on a besoin de simuler, d'avoir une vision sur ce qui va se passer. Donc on a besoin de créer différents scénarios pour prendre de meilleures décisions et surtout des décisions qui soient robustes à l'incertitude. Donc c'est vraiment ce qu'on fait et c'est vraiment ce que le métavers avec la simulation permet. La simulation, c'est la killer app du métavers. C'était ce que tu m'avais dit. Je trouvais cette expression assez parlante. Moi, j'aimerais parler un peu people aujourd'hui, parce que les technologies, aussi innovantes soient-elles, si elles ne sont pas adoptées par les utilisateurs finaux, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, comment se fait l'adoption de ces technologies au niveau people, au niveau des ressources humaines? Est-ce que vous avez une expérience à partager sur l'adoption vraiment par les utilisateurs finaux? Oui, en tout cas pour ce qui est d'HoloLens, je dirais que parfois c'est faussement simple, c'est-à-dire que c'est très intuitif, mais après ça dépend des gens. C'est quand même une nouvelle façon de travailler, un nouvel outil, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger, comme dans tout changement, la méthodologie d'accompagnement justement sur cette nouvelle technologie, parce que le risque sinon c'est de ne pas utiliser le système. Donc effectivement, quel que soit le device, quelle que soit la solution logicielle derrière, il faut suivre une méthodologie bien définie, certaines étapes pour accompagner au maximum les utilisateurs, définir aussi peut-être des sponsors en interne qui vont pousser et qui vont s'assurer de l'utilisation de la solution. Thierry, aussi sur l'impact. Alors, sur l'aspect adoption, on passe beaucoup de temps là-dessus, hein, c'est un élément clé évidemment. Donc je pense qu'un des éléments, c'est d'avoir des interfaces avec le simulateur qui soient intuitifs, dans lesquels l'utilisateur business, opérationnel, reconnaît son métier. Donc il faut travailler avec eux pour construire des interfaces qui soient des interfaces métiers. Il faut que ces interfaces soient faciles. Donc nous, on travaille avec Power BI pour faire des interfaces qui soient de qualité. Et puis après, il y a du temps à passer parce qu'on l'a dit, hein, ça transforme les usages et ça transforme la prise de décision et ça transforme la façon ensuite de travailler, puisqu'on va souvent prendre des décisions qui vont impacter les différents silos de l'entreprise. Donc il y a une conduite du changement, il faut que ça vienne aussi du haut de l'entreprise avec une volonté de transformer l'entreprise et l'organisation. Il y a un autre impact
qui s'ajoute justement à cela, c'est l'impact sur le recrutement. C'est des retours que j'ai personnellement et qu'on a généralement de plus en plus. C'est que c'est aussi une technologie qui permet de limiter le turnover. C'est-à-dire que c'est aussi une des technologies qui permettent aux entreprises de faciliter aussi le recrutement, parce que c'est des technologies qui sont attractives, en plus d'être utiles, qui sont attractives. Donc il y a aussi cette dimension à ne pas sous-estimer, en plus que ce que vous avez cité. Et est-ce que sur la partie collaboration, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais sur la partie collaboration, est-ce qu'on remarque plus un impact? Donc là, tu as mentionné tout à l'heure des solutions de collaboration à distance. En quoi, justement, elles sont plus engageantes? En quoi elles sont différenciantes de ce qui existe aujourd'hui? Je dirais que le Covid déjà a accéléré ça. On a eu une accélération des demandes autour de Remote Assist, solution de Microsoft pour faire de l'assistance à distance. Et quelque part, c'est dans l'utilisation, le prolongement naturel. Pouvoir travailler à plusieurs sur différents sites autour de matières 2D, 3D, voire avec de l'IoT, c'est des choses qui sont rentrées dans les habitudes de travail, en fait. Okay. Et on n'a pas parlé du déploiement. C'est-à-dire qu'on parle de quoi, ce type de projet? C'est combien de temps de déploiement? Bon, bien sûr, il n'y a pas un temps de déploiement fixe, standard pour tous les projets, mais juste pour avoir un ordre de grandeur, combien de temps est nécessaire pour déployer ce type de solution? Alors, nous, de notre côté, sur Cosmotech, on est, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais on est plateforme as a service. Donc, on va déployer notre plateforme avec des pré-packaged solutions sur le tenant Microsoft de nos clients. Et à partir de là, donc ça prend quelques jours. Et à partir de là, on est capable de customiser la solution, d'intégrer les données en se connectant sur la DT de notre client. Et notre promesse, c'est qu'en moins de 12 semaines, il y aura un jumeau numérique qui tourne, sur lequel on peut faire des scénarios d'optimisation et créer de la valeur sur un sujet donné, alors autour de la supply chain, autour du network design, du production planning control, du sales and operation planning, ou alors sur l'asset management, autour de l'asset investment planning, comment j'optimise maintenant ces renouvellements sur mes équipements en fonction de différents paramètres financiers, mais aussi de niveau de service à atteindre sur une ligne de production. Ok, donc on n'est pas sur des longs projets. Malgré ce qu'on pourrait croire, on peut très rapidement découvrir, en fait, valoriser les ROI de ces technologies. Ton avis, Steve, en combien de temps? J'ai envie de dire ça dépend, ça dépasse. Ça dépend de quelle solution on parle. Ça peut être une histoire de quelques jours, quelques semaines, donc 15 jours par exemple sur l'envoi du matériel, la mise en place de la solution, la formation des utilisateurs, etc. Ça peut être très rapide. Évidemment, quand on tombe sur des projets sur mesure où là vous avez des besoins spécifiques, ça peut être un peu plus long, mais je dirais nous, en tout cas chez Synergis, on intervient plutôt en bout de chaîne, une fois que l'IoT a déjà été mis en place, collecté, etc. Et on ne va faire quelque part que de la visualisation, du moins de l'interface entre ce jumeau numérique 3D et l'information IoT. Donc ça va relativement vite. Et comment on commence? C'est quoi la première étape? Demain, parmi l'audience, il y a des personnes qui souhaitent en fait se lancer sur la création d'un jumeau numérique. Comment on commence? C'est quoi la première étape? Alors on ne crée jamais un jumeau numérique qui va répondre à tout. Donc il faut partir d'une question posée. Quelle est la question posée? Quel est le problème que l'on veut résoudre? Et on va définir le cas d'usage. Et on va ensuite définir quel est le jumeau numérique ou comment on va l'instancier, puisqu'on a des pré-packaged solutions, ce que je disais tout à l'heure. Et on va instancier ce jumeau numérique pour répondre au cas d'usage précis qui est défini. Ok, donc c'est du cas par cas. Steve, comment on commence selon toi? Quelle serait la première étape? Là encore, si on est vraiment sur du jumeau numérique, je pense que la première étape, c'est de commencer par juste de la visualisation d'objets 3D. Donc là, encore une fois, ça dépend de l'équipement que vous avez. Si vous avez déjà une CAO en place, exporter dans le bon format, le mettre à disposition dans la plateforme qui va permettre de distribuer le modèle 3D sur les HoloLens, c'est quelque chose de très rapide et de très simple aussi. Ok. Est-ce que vous avez un conseil, en fait, c'est peut-être un peu un mot de la fin avant de passer aux questions, est-ce que vous avez un conseil à donner aux entreprises qui s'intéressent de près ou de loin à ces technologies? Ouais. Moi, mon conseil, mais ça ne devrait pas vous étonner, c'est que les jumeaux numériques, c'est maintenant. Hein. Donc, j'évoquais tout à l'heure le rapport Gartner, mais donc les entreprises sont en train de basculer là-dedans. Et je pense que les leaders dans l'industrie
déploient des jumeaux numériques pour prendre de meilleures décisions. Donc c'est un élément différenciant compétitif qui est très important. Et donc c'est maintenant qu'il faut le faire et pas dans 2 ans, quoi. Il y a un moment, il faut y aller. Et on m'a dit, enfin, et aussi avoir l'information que si vous vous y intéressez pas, il se peut aussi que vos concurrents s'y intéressent. Donc c'est aussi des avantages concurrentiels potentiels à prendre en compte. Steve, est-ce que tu as Oui, concurrence et comme tu disais tout à l'heure, recrutement, l'image de l'entreprise, voilà, être positionné comme une entreprise innovante qui utilise des outils numériques d'aujourd'hui et de demain. Moi, mon conseil, ce serait de ne pas viser la Lune, d'avoir comme ambition d'aller loin, effectivement, vers le jumeau numérique, vers la simulation, etc. Mais peut-être de commencer par des solutions plus simples, plus faciles à mettre en place et avec un ROI qui est quasiment immédiat. Je pense à la solution Remote Assist sur HoloLens. C'est par là qu'il faut commencer, je pense. Ouais. Et c'est pas compliqué aussi de commencer. Aujourd'hui, on est sur une technologie qui est mature, donc il y a de plus en plus de solutions prêtes à l'emploi qui sont disponibles de la part de sociétés comme Cosmotech ou Synergies. Donc il n'y a pas besoin de partir, d'avoir toute une équipe dédiée à tel ou tel projet. Donc on peut très rapidement en fait, faire un ROI de ces solutions et de prendre en compte de son impact business. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. On m'a dit de m'assurer de respecter le planning. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y aurait des questions parmi vous? Oui. Yes. Monsieur. Bonjour. Donc une question qui doit sembler assez légitime. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on déploie des jumeaux numériques sur une plateforme, est-ce qu'on ne se retrouve pas prisonnier de cette plateforme? Donc sur le long terme, ça peut être une peur de la part des clients de se retrouver prisonnier de modèles qu'on a déployés sur une plateforme et donc de ne pas pouvoir quitter cette plateforme et de rester lié en fait à des prix qui peuvent fluctuer de manière un peu incontrôlable. Très bonne question. Est-ce que tu souhaites répondre à cette question sur la partie jumeaux numérique? Moi, je crois que par exemple, vous avez une plateforme sur laquelle vous mettez vos données, vous n'êtes pas plus prisonnier parce qu'il y a des jumeaux numériques que... Enfin, je ne suis pas sûr de... Nous, en tout cas, la façon dont c'est structuré aujourd'hui, c'est sur Dimocross et notre convention, c'est d'être sur du Azure. Mais demain, vous voulez prendre ces jumeaux numériques et les mettre ailleurs, vous pourrez le faire. Ça vous coûtera probablement plus cher parce qu'il va refaire les connecteurs, etc. Mais c'est possible. Moi, pour répondre à votre question, je dirais, on a une plateforme qui est une coquille et de l'intérieur, c'est votre contenu dans un format générique. Donc, c'est pas un format propriétaire que nous avons développé. Donc, demain, si vous voulez passer sur une autre solution, libre à vous. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, une question. Je me demandais à partir de quel moment on atteint une masse d'informations où c'est intéressant de mettre en place un jumeau numérique. À partir de quel moment, enfin, une entreprise peut estimer que ça a un intérêt pour elle de le mettre en place? Alors, moi, je ne répondrai pas sur la masse d'informations, mais je répondrai plutôt sur la complexité, en fait. Évidemment, si vous voulez regarder une supply chain et que vous avez un site industriel et un fournisseur, peut-être que vous n'avez pas besoin de mettre un jumeau numérique simulable en place pour ça. Mais c'est plus la complexité que en tout cas, on va regarder plutôt sous cet angle-là. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça veut dire que tout était clair. Je pense que tout était clair et on est juste dans les temps. J'ai respecté le timing. Eh bien, je finirai par vous remercier pour votre présence. J'espère que cette session vous a été utile pour y voir plus clair. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Synergies au stand. Microsoft W110. Voilà, pour tester HoloLens et puis différentes solutions de Synergies. Et puis Cosmotech. Moi, je serai sur le stand Microsoft là jusqu'à la fin de la journée. Voilà, vous êtes les bienvenus. Merci à tous.